Merci d'être venu pour ce dernier jour du festival, pour une rencontre tout à fait particulière. Ce temps de compétitif avec des jurys a toujours été un huis clos, voilà, pas partagé, où effectivement se passent des choses assez extraordinaires dans une réflexion, une lecture de l'image, partant du principe qu'on met au travail quand même les jurys dans discuter, prendre du temps de discuter autour de ces films, bien évidemment d'en faire un choix final puisqu'il faut remettre un prix, mais c'est une journée, matinée, après-midi dédiée à ce temps d'échanger. Alors sur des critères, c'est très difficile de définir d'emblée qu'il y a des critères comme ça, mais si ce n'est que le festival a fait un choix. Alors je le redis, ça veut dire qu'on a reçu 700 films, 20 avec un comité de présélection constitué de 25 à 30 personnes qui ont fait une présélection et une proposition à un comité scientifique de 20 films. Et c'est ce comité mixte, puisque c'est autant des gens de l'image que des sciences, qui au final fait une proposition de 7 films qui sont les 7 films de la compétition. Donc qui étaient diffusés hier toute la journée. Donc là, l'idée est de revenir sur la teneur des échanges, des débats, partant du principe que ce qui va nous intéresser, nous animer sur ce festival, c'est quel type de cinéma aujourd'hui, pour parler ou réinterroger les sciences, et de fabriquer un mode d'échange où sont conviés autant des gens de l'image que des sciences, que du public, que des associations. Voilà, sans partir d'un principe qu'il y a des sachants et non-sachants, hein, qu'il y a des experts et des non-experts, mais bien de fabriquer un échange collectif autour d'un film où, dans le fond, tout le monde l'a vu, et qu'est-ce qu'il a provoqué, quel effet a fait ce film. Donc, partant de ce principe, les jurys ont été amenés à rediscuter, au regard de ces critères-là, dans le fond, qu'est-ce qu'on va extraire comme choix de film. Alors, je voulais aussi resituer 2-3 petites choses de notre histoire. C'est que, peut-être dans les débuts du festival À nous de voir, on s'appelait le festival du film scientifique. Après, on a appelé les films de science. Après, on est arrivé sur le champ du documentaire. Et aujourd'hui, on s'impose et on confirme un vrai choix autour du documentaire. Notre expérience nous a aussi amené à évoluer dans le champ de la vulgarisation scientifique. Après, on est passé à la médiation des sciences pour arriver à un dialogue science-société. Et aujourd'hui, peut-être, on a encore évolué vers une question qui serait de comment on vient rompre avec des places assignées d'experts, mais comment on crée un dialogue collectif. Et puis, il y a cette question du débat public. C'est qu'on a démarré par des conférences sur nos activités. Après, on est arrivé sur de l'échange qui s'apparentait plutôt à des questions-réponses. Et là, on explore cette question, alors, qui est très discutée, hein, de ce débat public. Qu'est-ce que c'est que ce débat public ? Voire de l'échange, voire du dialogue, de comment on crée aussi des conversations. Donc c'est aussi tout ça qui a été mis au travail avec les 2 jurys, et puis qu'on va discuter avec vous de ces questions-là. Et dans le fond, ce qui serait la démarche des 2 jurys de ce festival, c'est comment on vient effectivement par le cinéma proposer un regard nouveau, autre, comment on peut décaler notre lecture ou nos représentations. Donc ça, c'est vraiment notre démarche. Et puis, comment le cinéma vient questionner, interpeller les chercheurs, les cinéastes et la société civile. Comment il crée, alors on ne va pas dire un dérangement, hein, mais comment il va venir interpeller de manière sensible et questionner l'ensemble de ces personnes. Alors peut-être Gaëtan, peut-être on peut attaquer directement peut-être un échange, voilà, qui a envie de prendre la suite un petit peu. Oui, je me proposais quand même de présenter rapidement quand même les jurys. On ne va pas décrire la biographie de chacun, mais au moins citer les noms. Donc on avait un jury, alors tout de suite on rentre dans le vocabulaire et on a déjà questionné ça, qu'on appelait professionnel.
et puis un jury étudiant. On pourra peut-être revenir sur cette question. Dans le jury professionnel, du coup, on avait Madame Isabelle Steingers, qui est à mes côtés, philosophe des sciences à l'Université libre de Bruxelles. Nous avions également Laurent Périnet, chercheur au CNRS à l'Institut de neurosciences de la Timone de Marseille, c'est ça. Geoffrey Lachassan, réalisateur, qui est dans la salle. François Bégodeau, écrivain, critique littéraire de cinéma. Jean-François Ternet, docteur en histoire et philosophie des sciences et réalisateur. Christian Ruby, docteur en philosophie. Cédric Malle, journaliste, documentariste, fondateur et directeur du blog documentaire.fr. Pablo Jensen, physicien, directeur de recherche au CNRS à l'ENS de Lyon. Et Éléonore Armanet, anthropologue, maîtresse de conférences à l'université Aix-Marseille. Et donc, dans le jury étudiant, encadré par Luc Vanchéry, présent aussi dans la salle, Marianne Béliveau, Robin Bertrand, donc, qui est à mes côtés, Adrien Dodin, Tommy Henrion, Anaïs Lanier, Héloïse Martin, non, c'est pas Héloïse ici, Émilie Persignan, Manon Ruffel, c'est toi, et Steve Luga. Voilà. Donc, pour la présentation des personnes qui seront amenées à intervenir côté jury. On lance du coup la discussion. Peut-être, il a été très vite question, et on y reviendra, sur le vocabulaire qui évolue et le vocabulaire en fait qui charrie aussi tout un tas de choses en fait dans l'imaginaire public. Et donc c'est toujours difficile de poser des mots, puisque poser des mots, c'est à la fois affirmer ce que nous on entend par ces mots-là, mais aussi c'est anticiper la réaction que les gens pourraient en avoir. Et parmi ceux qui ont été discutés et questionnés aujourd'hui, et j'en profite d'avoir Isabelle à côté, pour la lancer sur le terme science, auquel vous préférez celui des savoirs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette distinction et... Bien, disons que comme enseignante, maintenant je suis juste à la retraite, mon choix était, puisque j'étais dans la catégorie philosophe des sciences, de retransmettre aux étudiants le jugement que nous portons sur nous-mêmes et nos sciences depuis l'origine des sciences humaines, des sciences modernes, c'est-à-dire il y a la vraie science et le reste, c'est des traditions, des superstitions, ou des savoir-faire empiriques qui ne manquent pas d'intérêt, mais qui n'existent vraiment que quand les sciences les expliquent, etc. Ou bien essayer de faire exister la spécificité de ce qu'on appelle les sciences modernes dans l'ensemble des autres savoirs et sans hiérarchie. Spécificité, mais justement sachant que d'autres pratiques qui ont trait, dont les savoirs, où les savoirs importent, comment dirais-je, font les choses autrement, font importer autrement, mais on ne peut pas dire que ce soit en rien inférieur. Et donc ça avait immédiatement une, comment dirais-je, une dimension politique, puisqu'il y a une politique implicite des sciences qui les présente comme opposées à l'opinion, et dans l'opinion, on met dans le même sac les savoirs des paysans, qui feraient mieux d'apprendre leur métier avec les agronomes scientifiques, et l'ensemble de tout ce qui n'est pas diplômé. Et d'autre part, il y a des sciences, enfin des pratiques qui s'appellent scientifiques et qui sont, pour moi, radicalement... Si je devais aller face à une décision dans ma vie, chercher de l'aide, consulter quelqu'un, j'irais plutôt chez une tireuse de tarot expérimentée que chez un psychologue, c'est tout. C'est un vrai métier, tirer des tarots. Tandis que le psychologue, je sais où il a appris son métier et j'ai aucune raison de faire confiance à ce genre de carabistouille. Donc voilà, donc c'est vraiment politique au sens où ça va assez mal dans beaucoup de sciences, justement parce que la nécessité d'être scientifique peut être un vrai poison pour la pensée. Donc, et je vais bientôt arrêter là, mais tout de suite, d'où mon intérêt ici pour, disons, on pourrait dire la notion de débat public, mais oui, je jette en débat, par exemple, comparons le tarot et les psychologues universitaires.
Voilà, un débat public. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait un film là-dessus. Mais je dirais vraiment, en plus, plutôt mise en politique des savoirs. C'est-à-dire qu'effectivement, le type d'extraterritorialité, les sciences ne doivent pas être contaminées par ce que pensent les gens. Eh bien, c'est quelque chose dont je vais aller assez vite là-dessus, et pour passer, dont on voit le résultat aujourd'hui. On a pu se développer industriellement, mais un mode de développement littéralement insoutenable qui met la perpétuation de nos modes d'existence actuels plus qu'en danger. Vous comprenez et on pourquoi n'a pas pensé ça. Vous comprenez pourquoi je lui ai vite donné la parole. Ça met aussi le ton de la discussion et des enjeux de cette discussion aujourd'hui. Voilà, on va se parler cash, on va pas hésiter à aller aussi dans la provocation pour que ça suscite aussi des réactions de votre part. Et je vois qu'il y en a déjà une d'un jeune Olivier. Oui, alors c'était pour justement rebondir directement sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que nous on fait une proposition de cinéma justement pour parler des sciences, et justement pour rentrer directement dans le vif du sujet, c'est est-ce que les scientifiques, pour parler de leur discipline, enfin, comment ils font pour utiliser l'image en fait dans leur profession? Est-ce qu'ils devraient aller plutôt voir des cinéastes, ou alors faire produire eux-mêmes des images, et puis ils en produisent, Ils mais ne font qu'en produire des images, les scientifiques. Est-ce que Laurent, est-ce que dans ton entourage proche ou toi-même, est-ce que l'image est utilisée? Est-ce que vous faites des films? Est-ce que vous faites des films scientifiques? Est-ce que vous faites des films que vous n'appelez pas scientifiques? Est-ce que c'est le cas? Alors, je suis dans un cas un peu particulier parce que je travaille sur la perception visuelle et du coup, je suis à fond dedans. Et sur le questionnement qu'on a par rapport à la réalité de ce qu'on voit, parce et c'est ce que les scientifiques dans notre domaine a réussi le mieux à communiquer à travers ce qui marche pas, ce qu'on appelle les illusions visuelles, qui sont pas des illusions visuelles, c'est pas quelque chose qu'on rêve, c'est quelque chose qu'on voit vraiment. Et donc à chaque fois qu'on entend parler d'illusions visuelles, c'est juste les bords, les limites. Et donc c'est des choses qu'on utilise. Et la façon qu'on a le plus souvent de communiquer, c'est à travers ce qui est au bord, ce qui nous questionne. Donc le problème, c'était est-ce que vous saisissez du coup de la caméra et des images pour rendre compte de ces recherches? Comment ça se passe? C'est qu'on n'est déjà pas du tout formé à la communication au grand public et à la production de films, ou alors à l'interaction avec des artistes, par exemple, ce qui peut être un autre médium. Mais c'est quelque chose qui a aussi changé assez radicalement dans les dernières années, où surtout sur l'impulsion de festivals comme le RISC à Marseille, qui, par exemple, chez nous, on s'est associé au RISC pour qu'ils viennent directement au laboratoire pour permettre aux étudiants de réaliser des films. Donc, ce qui leur passe par la tête, ils leur donnent les outils, et donc ça veut dire que le scientifique, il va plus devoir être seulement la personne qui déjà doit avoir une stature et un certain rôle dans la société de respectabilité. Il doit en plus avoir toutes les casquettes du communicant, de la personne qui va devoir faire des films, qui va devoir faire des blogs, qui va devoir faire toutes ces histoires de communication, mais qui sont cruciaux et c'est un enjeu pour la science de demain. Et donc là, il y a un mot qui tombe, communication. Donc les chercheurs, en fait, devraient faire de la communication. Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que certains veulent réagir là-dessus? Ça renvoie aussi à l'idée de médiation des sciences. Est-ce que la médiation des sciences doit être une communication? Oui. Juste avant, pour revenir avant le chercheur communicant, il y a aussi, y compris d'ailleurs dans les sciences cognitives, une production de représentation. Comme vient de le dire Isabelle, de toute façon, la science produit des représentations, des représentations du monde en permanence. Mais elle produit aussi une certaine forme de représentation que sont les images à l'intérieur de
ces grandes représentations. Et les sciences cognitives, pour descendre encore en dessous, produisent elles-mêmes des images. Je pense par exemple à toutes les productions en IRM, en imagerie IRM, du cerveau, qui permettent de tenir un discours sur le fait que des discours idéologiques, le fait que les hommes soient différents des femmes, le fait qu'on puisse être enclin à faire le mal ou à faire le bien. Enfin, il y a tout un tas de productions de représentations issues des sciences qui veulent, à travers les images, produire un discours idéologique. Et donc ça, c'est avant même que le chercheur communique. Là, je parle de sa vraie discipline. Et moi, à ce moment-là, j'avais une autre question sur le fait que le scientifique, en tant que scientifique, produise des représentations et des savoirs, parfois même sous la forme de films, quand un scientifique se met à faire un film ou à produire des images. Mais c'est la question de l'anthropologue ou des chercheurs en sciences humaines et sociales. On peut s'interroger sur pourquoi c'est le même mot science pour des disciplines comme la biologie et la physique et des disciplines comme les sciences de l'homme et de la société. Parce qu'elles n'utilisent pas les... Enfin, bon, pourquoi ça ne serait pas le même mot du coup? Alors on va lancer la question, je ne vais pas y répondre, mais par ailleurs, l'anthropologue et le sociologue produisent des films dits scientifiques sur leur terrain, comme on dit, ou sur les investigations qu'ils font. Quelle est la différence à ce moment-là avec cette autre production de représentation qui est celle des cinéastes ou des documentaristes de création et des journalistes d'investigation, par exemple, qui produisent aussi un regard sur le monde du même ordre que celui des scientifiques, enfin du même ordre en tant que représentation. Et du coup, je comprends pourquoi tu ne veux pas y répondre tout de suite, puisque effectivement, c'est le cœur aussi de ce qui nous travaille dans le festival. On reviendra là-dessus. La différence entre produire un film pour les sciences dures, par exemple, et les sciences humaines. Est-ce que les questions sont les mêmes? Est-ce qu'on peut produire le même type de film? Est-ce qu'on peut susciter le même type de parole? Est-ce que le chercheur anthropologue produit le même film que le réalisateur? Ce qui serait bien, c'est qu'on ait un anthropologue dans la salle et quelqu'un, par exemple, qui donnerait des cours en anthropologie visuelle, comme Éléonore. Oui, moi je veux poser la question, est-ce qu'il y a des sciences humaines et des sciences inhumaines? Est-ce que ce serait là le distinguo? Non, mais au-delà de ce qui vient d'être dit, c'est vrai que nous, en anthropologie visuelle, on est parti du constat que la discipline, c'était une discipline de mots, avec le texte, le logos, qui était vraiment central, et en se disant, mais en fait, il y a toute une dimension du réel qui échappe aux mots, qui échappe à ce logos. Et donc, il faut aller visiter ça par l'image, qui rend d'autres choses. Enfin, on peut rendre compte d'émotions, d'affects, etc. Ce qu'on fait souvent pas trop bien avec du texte. Voilà. Et je pense que l'image, elle permet aussi de ne pas être dans de la monstration, de l'assertivité, ce que demande un texte scientifique. Et la question est juste, c'est-à-dire qu'est-ce qui distingue un film anthropologique d'un film artistique? Qu'est-ce qui fait science? Qu'est-ce qui fait connaissance? Est-ce que ça peut passer par l'art? Moi, je soutiens que oui. Je soutiens que oui. Je soutiens je soutiens que l'art peut faire rendre compte de connaissances et peut enrichir la science. Ouais. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui soutient ça au premier rang. François, sur ce potentiel de l'art à venir enseigner. C'est vrai qu'entre nous, il a été beaucoup question de qu'est-ce qu'on fait entre science et cinéma. Et voilà, pendant les délibérations du jury, on a beaucoup parlé de ça, là, entre la branche scientifique du jury et d'autres qui étaient témoins. Et il me semblait qu'effectivement, le mot qui ferait jonction, possiblement, et qui est très apaisant, je pense, parce qu'il est très neutre, enfin, autant qu'un mot puisse l'être, c'est le mot connaissance, oui. Je ne sais pas si le cinéma peut être un outil scientifique. Ça, je dois dire que je ne suis pas assez calé en épistémologie et je ne saurais pas évaluer la scientificité possible du cinéma, mais que ce soit un outil de connaissance, ça me paraît absolument vrai, mais peut-être parfois il faut prendre des choses dans un sens tout à fait d'abord commun et empirique. Moi je sais par exemple, pour avoir vu un certain nombre de films comme plein de gens, il y a énormément de choses que je connais, alors peut-être que c'est une connaissance lacunaire, peut-être même qu'elle est parfois biaisée, erronée, à vérifier, énormément de choses du réel par le cinéma, enfin en tout cas par le documentaire, la fiction, éventuellement des reportages, ce qui est pas rien, quoi. C'est-à-dire que si vous avez par exemple
y compris des choses qui pourraient nous être familières. Si dans un documentaire, à un moment, je vois un charcutier travailler un quart d'heure, il y a un plan fixe comme ça, puis il bosse, quoi. Enfin, il est en train de découper de la viande, quoi. Bah, je pourrais dire, là, j'apprends rien, puisque je connais, j'ai un charcuterie en bas de chez moi, etc. Bah, sauf qu'en fait, je ne me mets jamais en demeure dans mon quotidien de regarder un quart d'heure un charcutier. En tout cas, je pourrais le faire, sauf qu'en fait, je le fais jamais. Et le cinéma, là vraiment, je fais exprès de prendre un protocole très très simple, hein, vraiment presque le geste de base du cinéma, qui n'est pas beaucoup pratiqué par ailleurs, mais qui pourrait être son élan primitif. Je dirais, ce qui fait que si jamais je tombe sur ce film-là qui me propose ce plan-là d'un quart d'heure à un moment, pour une raison X ou Y, je ne sais pas dans quel dispositif d'ailleurs, là je pourrais dire que j'ai vu un charcutier comme jamais je l'avais vu travailler dans ma vie. Enfin, je pense que cet exemple qui est complètement bidon, mais donc moi je crois que ouais, vraiment il y a. Alors après, je termine là-dessus. Je pense qu'un mec comme Godard par exemple gémit toujours, mais ça a l'air d'être péjoratif chez moi gémir en l'occurrence, alors que vraiment je pense que je crois que c'est d'abord un des rares cinéastes en activité qui continue à tenir le pari, je dirais, du cinéma comme outil de connaissance. Il en parle beaucoup. Alors après, dans sa rhétorique un peu mélancolico-crépusculaire, il aime bien dire que le cinéma a totalement oublié ce qu'aurait pu être sa vocation première, d'être un outil qui nous permet, par ses moyens spécifiques, de connaître le monde comme aucun autre moyen ne nous le permet. Alors après, je ne sais pas si je pense que Godard exagère un peu, mais on peut dire qu'en tout cas, peut-être que dans la fiction, il est assez rare que devant une fiction, je me dis que là, le motif premier, je dirais le ressort premier d'une fiction cinématographique est de me faire connaître quelque chose. J'ai l'impression que c'est quand même un tout petit peu plus courant dans le documentaire. Il y avait une réaction plus haut, on m'a dit, non ? Sinon, je lance les deux étudiants à côté de moi qui n'ont pas encore parlé, Robin et Manon. Quand vous entendez ce qu'on vient de dire depuis le début, par exemple, vous démarrez votre carrière dans une réflexion autour du cinéma. Pour revenir sur une expérience de la vision des 7 films en compétition, est-ce que ça fait écho à ça ? Est-ce que vous attendiez à ce type de film quand vous êtes venu, quand vous a convié au Festival Interférence ? Est-ce qu'il vous renseigne ? Est-ce que ce que François décrit sur le documentaire, vous le retrouvez ou vous avez au contraire une préférence pour la fiction ? Ça fait beaucoup de questions, je suis désolé, c'est pas très classe de vous lancer comme ça. Prenez celle qui vous plaît. Non, je pense que nous, ce qui nous intéresse, on est des étudiants en esthétique du cinéma, du coup on a développé, on a appris à analyser les images, à analyser leur contenu. Et nous, ce qui nous a intéressé, notamment à partir de ces 7 films, qui ont donc posé chacun à leur manière différents problèmes, qu'ils soient historiographiques, scientifiques, sociologiques, c'est qu'à chaque fois il y avait un parti pris d'un metteur en scène, donc un parti pris esthétique, il y avait une forme employée, un dispositif employé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'image de cinéma n'est pas le réel. À partir du moment où on capte, où on enregistre, ce n'est pas le réel. Par contre, les images de cinéma dévoilent des vérités. Et c'est en ça, justement, pour revenir à ce que vous disiez sur les propos de Godard, et je pense que ça peut également s'appliquer à la fiction, mais d'une autre manière, c'est que les images de cinéma peuvent dévoiler des vérités sur le monde par des choix esthétiques du cinéaste, par des expériences empiriques que le spectateur l'expérience du spectateur devant un film. Et du coup, là, ces 7 films, ces 7 documentaires avaient chacun à leur manière, en plus dans des formats totalement différents, court-métrage, moyen-métrage et long-métrage, sur des sujets totalement variés, avaient leur propre choix. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, là où le scientifique va plutôt partager ses données et ses résultats scientifiques en fonction de la matière, si c'est une science plus dure ou une science plus molle, enfin une science molle, comme je sais pas, les sciences humaines, voilà. C'est un peu embêtant comme terme, mais bon. Enfin, le scientifique en tout cas va donner ses données avec un discours, et le but du cinéaste, c'est de transmettre ces informations par des images, par du son, par du mouvement. Et du coup, nous, en tant qu'étudiants en esthétique, c'est ce à quoi on s'est intéressé, comment ces informations se transmettaient comme ça. Et alors moi, je rebondis sur ton terme parti pris. Parti pris, quand on parle de documentaire, quand on parle d'image, etc., ça devient presque un gros mot maintenant. Alors que nous, c'est ce qu'on recherche. Pareil, le terme subjectivité. Non, il faudrait qu'on revienne à quelque chose de neutre. Il faut pas mettre de la subjectivité dans le réel, ça va le transformer, alors que le réel est neutre.
Comment, toi, Manon, tu as perçu ça, au-delà des partis pris esthétiques, et cette subjectivité qui s'imprime dans chaque film? Mais moi, je pense qu'à partir du moment où on place une caméra devant un sujet ou un objet, il y a un parti pris, il y a un point de vue. On ne peut pas être totalement neutre et totalement impartial à partir du moment où on place un regard. Enfin, la caméra est un regard, puisqu'on a décidé de la placer là, de faire un cadre comme ça. Et donc, s'intéresser à la forme, c'est s'intéresser au point de vue de celui qui l'a créé, donc du réalisateur. Et donc, de quel message il veut traduire par rapport au fond. Mais enfin, on ne peut jamais être neutre au cinéma, en fait, je pense. Est-ce que cette question, alors c'est vrai que de la relation aux sciences, aux questions et aux enjeux de science, comment vous avez appréhendé ça dans votre lecture de l'image? Est-ce que ça a compliqué les choses? Est-ce que pour vous ça a été clair, pas clair? Nous, c'est vrai qu'on n'est pas des étudiants en sciences, mais du coup, ça nous permettait justement de prendre suffisamment de recul, je pense, par rapport aux questions qui étaient abordées, et à partir des partis pris, justement, d'interroger les questions qui pouvaient être posées par le film, par le cinéaste, bien ou mal posées d'ailleurs, et les réponses qui étaient données, c'est-à-dire un film. Ça bouillonne dans la salle, on va la laisser. Merci. Vas-y. C'est vrai que ça bouillonne. C'est qu'en fait, les deux sont complémentaires. Il y a les neurosciences et l'art artistique qui se complètent, en fait, parce qu'on parle jamais... Enfin, je pense, enfin, c'est mon point de vue, je pense qu'on parle jamais de la... Ça marche. Ah oui, là, ça marche. La malléabilité et la capacité... Ah oui, la malléabilité et la capacité à un cerveau de se refonder... Enfin, parce que je suis secrétaire, hein, mais... Mais non, mais c'est parce que, en fait, je pense que le cerveau peut reconnecter ses synapses. C'est ce qui est tendance en ce moment, c'est la neurobiologie, les neurosciences. Et je pense qu'il n'y a pas un côté des sciences, un côté de l'artistique, et en gros, au milieu, c'est le jury. Voilà, c'est exactement ce qui se passe là. Et en fait, vous trouvez que ça bouillonne parce que je trouve que vous êtes coincés dans vous êtes cantonnés. Enfin, si on utilise une image, vous êtes cantonné à votre petit secteur de recherche. Enfin, vous, c'est les sciences, vous, c'est l'esthétisme, mais il y a un lien, il y a un... Et vous êtes cantonné dans rien. Vous êtes libre d'errer partout. Bah justement, c'est pour ça qu'on sort du labo et qu'on sort on cherche... Je vais faire juste le relais du reste du jury. Alors, il y avait le jury pro, voilà, le jury étudiant. Le pro, et puis le non. En fait, parce qu'on est dans une société qui a des. On va pas tout faire à neuf du jour au lendemain. On y travaille. Tu as totalement raison que la plasticité, là, la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, l'apprentissage, etc. C'est un domaine gigantesque et qu'on connaît mal, qui est très important pour le fonctionnement du cerveau, qui est dit normal, ou des autistes, qui ne sont pas des gens anormaux, qui sont non, ils sont qui fonctionnent différemment, etc. Donc c'est très juste. Ici, j'imagine que la proposition qui est faite dans le festival, c'est d'amener... Alors, la connaissance, pour moi, c'est plus presque le résultat du processus scientifique. Du coup, presque le film, une fois qu'on l'a vu, qu'on y a pris plaisir, etc., peut-être qu'on va l'oublier. Mais non, il faut le diffuser. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une démarche qui est très parallèle, complémentaire, comme tu disais, parce que avoir un point de vue, c'est avoir une hypothèse pour un scientifique, et ça veut dire que ça ne va jamais être l'hypothèse qui est déjà admise. Donc un scientifique, il est obligé d'être le rebelle de service et de proposer de nouvelles visions. Et c'est quelque chose qui est pas... Alors il y a des professionnels, il y en a qui sont meilleurs, il y en a qui sont moins bons, mais tout le monde l'est. Tout le monde est scientifique, c'est vivant. Par rapport à ça. Et donc tout le monde peut le devenir. Il n'y a aucune chose qui empêche une personne de le devenir et de se considérer scientifique ou pas. Peut-être. Isabelle. Ouais. Non, mais même s'il y a des cadres, etc. Mais avant tout, c'est une démarche
Donc il y a la démarche scientifique, c'est le fait de le montrer, et je dis montrer parce que c'est montrer, c'est de produire cette image, et après, c'est les discussions qu'on a eues, qu'au début du débat qu'on a eu ce matin entre pros, j'avais pas du tout le même avis sur les films que j'avais vus que celui que j'ai eu après, alors que il n'y a pas un seul neuroscientifique. Alors là, mais il y a un philosophe, un écrivain, un réalisateur qui m'ont apporté des regards nouveaux. Et ça, c'est dans la démarche scientifique qu'on a de produire un nouveau jugement. Il en est ressorti que les films qui nous ont plu, c'était pas le film que je préférais au début, parce que il était plus vrai, et comme si les résultats scientifiques, souvent ils sont plus beaux quand ils sont vrais. Et c'est vrai, c'est la vertu de la beauté qu'on appelle. Vas-y. Oui, mais c'est un peu connecté à ça, mais l'idée d'hypothèse et l'idée de démonstration, là où je pense qu'il y a un parallèle, c'est un mot qui est beaucoup revenu dans le débat aujourd'hui dans le jury étudiant, c'était l'idée de dispositif en fait. Et si on part du constat que la subjectivité est obligatoire dans tout documentaire, la notion de dispositif est très intéressante parce que c'est à partir d'une hypothèse en fait, comment est-ce qu'un réalisateur arrive à déployer ce dispositif. Donc des choix de est-ce que le réalisateur parle, est-ce qu'il apparaît à l'écran, est-ce qu'il y a des interviews, est-ce qu'il n'y en a pas. Tout ça, c'est une manière d'arriver à déployer une hypothèse et à essayer de l'affirmer comme étant vraie ou comme touchant à une forme de vérité. Et la question qui se pose pas, c'est pas une question de validité scientifique, je pense, dans le cinéma, parce que c'est pas une question de validité. Mais moi, je pense que ce qui importe, c'est l'honnêteté en fait. Est-ce que ce dispositif-là est honnête? Est-ce que le réalisateur expose ses choix et sa manière d'arriver à une réaction d'hypothèse? Et c'est en ça que pour moi il y a une espèce de parallèle, mais parallèle un peu ambigu entre le cinéma et les sciences. C'est comment est-ce qu'on arrive à affirmer un point avec une démonstration scientifique ou un dispositif. Mais je pense que c'est deux choses qui sont pas si éloignées l'une de l'autre que ça, je pense. Ouais. Mais je crois que... Oui. Tu pourrais donner un exemple alors dans les films que tu as vus, et peu importe pour ceux qui n'auraient pas vu, quelque chose où tu t'es dit, ah ça c'est malhonnête. Alors oui, il y en a un qui m'a... On relance le débat. Ouais, bon, alors il y en a un qui m'a un peu dérangé pour ça, c'était Vers la tendresse, le dernier film qu'on a vu hier, où j'ai eu le sentiment qu'il y avait une part de fictionnalisation et de manipulation de la parole qui était exposée dans le générique de fin, mais pas au début, et qu'il y avait des jeux sur... Enfin, je sais pas pour ceux qui ont vu le film, au début, les 4 personnages, où il y a 3 voix différentes, en fait, à la base, c'est une interview d'un mec, en fait. Et la manière dont la réalisatrice déploie plusieurs voix et plusieurs visages à partir d'une même parole, et donc attribue la parole d'un personnage à un groupe de 4, et donc plus généralement à une catégorie sociale, parce que ces 4 personnages sont de la même catégorie sociale, là, pour moi, il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle, en tout cas. Mais c'est mon jugement. Et... Ouais. Juste, et ça serait grave que de la fiction vienne perturber du documentaire, qu'il y ait une part fictionnelle dans le documentaire? Non, pour moi, quand c'est assumé et quand le dispositif est quand le spectateur est à même de juger de la fiction, mais quand on expose quelque chose comme étant un documentaire, alors qu'il y a une part de fiction et que cette part de fiction n'est pas mise en avant, enfin n'est pas exposée en fait. Il suffirait d'un générique de début avec les noms des acteurs et le nom des personnes qui lisent pour que le spectateur soit à même de comprendre ce qui se passe. Or là, c'est de la manipulation de spectateur qui est nécessaire à tous les documentaires, bien sûr, mais qui là, pour moi, est un point qui déforme la réalité à un niveau, enfin, qui pour moi, en tout cas, moi, me dérange en tout cas en tant que spectateur. Si je peux faire le relais des discussions qui ont été faites, donc je parle au nom du jury. C'est aussi un point qu'on a relevé comme on l'a pas nommé comme une malhonnêteté, mais quelque chose qu'on a noté et qui justement revient à ce processus que moi je dirais processus scientifique et qu'en plus c'est du double blind review process, c'est un processus utilisé en science, qu'on émet des hypothèses qui sont les plus abracadabrantes possibles, et après des personnes indépendantes vont les juger et en déduire une sorte de validité, mais sous forme de débat, de dialogue. Moi,
j'ai l'impression que j'aimerais bien créer quelques distinctions de telle sorte qu'on n'arrive pas, tout le monde fait des images, tout le monde interprète, tout le monde a un point de vue, etc. Et c'est vrai qu'il y a une énorme proximité entre art et science, au sens moderne du terme, c'est le dispositif. Pas de science, en tout cas de laboratoire. Même les sociologues ont leur questionnaire. Je ne dis pas que c'est très intéressant, mais enfin, ils doivent bien faire comme les autres. Donc, dispositif, alors qu'un terme comme connaissance, comme savoir que j'avais employé, eh bien, peut-être que le dispositif n'est pas aussi explicite. Mais ce dispositif, justement, en quoi, peut-être qu'une des distinctions intéressantes à faire, et où j'ai envie de retourner à la mise en politique, c'est la question de comment il importe, et à ceux qui voient, et à ceux qui font. Je crois que quand il s'agit de science, ça me rappelle un proverbe chinois. Quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. Hein? Eh bien, en art, on regarde le doigt. Et même, je me suis rendu compte que très souvent, j'ai des copains documentaristes à qui on demandait quel sera ton point de vue d'auteur. Donc, comment tu vas mettre le doigt? Mets-le, pointe-le où tu veux, mais garantis-nous que ton doigt sera bien actif et disposant. Tandis que quand il s'agit des sciences, le doigt, il est censé guider des tas de regards, c'est toujours collectif, qui doivent être mis d'accord par le doigt, qu'ils voient bien là quelque chose qu'on appelle la lune. Donc l'enjeu est différent. Les sciences se fait toujours en collectif. Un scientifique isolé qui dit « j'ai appris à connaître », on lui dira « ben oui, mais publie ». C'est-à-dire, essaye de convaincre tes collègues que cette connaissance les concerne. Donc, il y a une dimension collective. Et c'est là qu'il faut justement ne pas oublier la mise en politique ou le débat public. Parce qu'une fois que les scientifiques se sont mis d'accord qu'ils ont bien à voir à la Lune, ils vont se mettre à expliquer que c'est la Lune à des tas de gens qui n'ont aucune raison de s'intéresser à cette Lune. Mais ça deviendra la chose qu'il faut faire passer au public. Il y a là une lune et nous l'avons découverte. Et donc c'est là et c'est par rapport à ça, je crois que le rapport entre les sciences modernes qui veulent prouver que c'est vraiment la lune qui est capable de mettre tout le monde d'accord, eh bien, qu'il faut les empêcher de s'emparer de la totalité du ciel pour la définir autour de la lune qui les a intéressés, quoi. Et moi, je dirais que là, juste pour finir, je ne me suis pas sentie très à l'aise avec la sélection. Parce que je n'ai pas senti que la question en quoi ce documentaire-là, quelle que soit sa valeur, va-t-elle engager un débat public, était très active dans le choix. Qu'est-ce que c'est pour toi un débat public? Qu'est-ce que serait un choix de film? C'est un débat avec un enjeu, c'est-à-dire que ça crée un public. Je suis assez deweyenne là-dedans. Le public se rassemble autour de quelque chose qui l'intéresse de différentes manières, mais c'est ça. Donc il ne s'agit pas... Il y a des tas de manières d'apprendre ensemble. Écouter des histoires autour d'un feu de camp, c'est certainement une des très anciennes manières d'apprendre ensemble qui ont fabriqué les humains. Enfin, donc je ne suis pas en train... Mais politique, ça veut dire un enjeu, ça veut dire quelque part une liberté à prendre et une liberté qui ouvre justement des degrés de liberté comme membre de la cité. Pour moi, débat politique, ça a été l'affaire des OGM. Des tas de gens se sont mis à penser là où ils ne se sentaient pas le droit de penser. Donc c'est vraiment s'emparer du sens qu'on a le droit de penser, là où on vous a dit, vous êtes dans l'opinion, ça ne vous regarde pas, écoutez d'abord ce que les scientifiques ont à dire. Oui, mais si on va jusqu'au bout de ces raisonnements, alors qui définit ce qui est légitime d'être un enjeu des débats publics et ce qui ne serait pas? C'est très compliqué, ça. Non, mais la question n'est pas ce qui est légitime. La question, c'est ce qui
est en train de faire débat ou peut faire débat. Après, selon le débat, on se dira, nom du Dieu, c'était vraiment, par exemple, j'aurais tendance à dire que le débat sur les vaccins, c'est un peu mal parti. Donc il y a tout un problème du débat et de où il mène. Mais ça, c'est les dangers de la vie démocratique. Il n'y a pas de légitimité a priori. Ça fait partie du débat que de se demander si le problème est bien posé. Est-ce que dans le fond, cette question de est-ce que ces films portent des enjeux, est-ce que tu as des choses à dire ? Justement, en fait, il y a quelque chose que je crois que j'ai pas bien compris. Enfin, vous mettez de côté la dimension collective, donc politique, dans le cinéma, si j'ai bien compris. Vous avez comparé dans votre métaphore. Enfin, j'ai pas bien saisi du coup quelle est la posture du coup du cinéma en fait. Enfin, je crois pas bien avoir saisi. Ça dépend très fort du type de cinéma. Simplement, quand on a affaire à des étudiants comme vous, parce que votre jury était beaucoup plus homogène que le nôtre, au sens où vous êtes tous des étudiants en art, donc, ou en art cinématographique ou de l'image. Donc, vous étiez nettement plus homogène que nous, mais c'est pas un défaut. Mais enfin, il est évident qu'il y a des films qui ont joué un rôle politique. Mais quand on évalue en esthète contemporain de l'image le point de vue de l'auteur, c'est justement que c'est pas gros comme une maison, c'est pas simplement Leni Riefenstahl. Vous savez qui est Leni vous préjugez qu'ils ont évalué les films qu'en esthète? Est-ce qu'ils n'ont pas investi autre chose dans leur évolution? Ce que je dis, c'est que dans les dotations de financement pour les documentaires, etc., ce qui intéresse souvent ceux qui interrogent, c'est s'assurer que l'auteur va avoir un point de vue. Mais en même temps, on a forcément L'œil un de point de vue. l'auteur. On a forcément un point de vue, et je pense que même les scientifiques ont des points de vue, et ils sont en désaccord, même dans des sciences qui sont pratiquées. Non, mais avoir forcément un point de vue, c'est évident, et un lapin aussi a un point de vue. Simplement, et dans le domaine de l'art et dans le domaine de la science, il y a un travail sur ce point de vue. Ce point de vue est évalué, ce point de vue, tout le monde a un point de vue, évidemment. Mais c'est pas ça le problème, j'ai aussi 2 pieds, je ne suis pas une danseuse sur fil. Hein. Oui, du coup, c'est en fait, vous enlevez la légitimité des cinéastes à vouloir aborder des sujets qui peuvent être politiques. Enfin, je comprends pas. Enfin, moi, j'ai fabriqué un contraste, non pas entre politiques, j'ai fabriqué un contraste entre... Il peut y avoir une mise en débat politique qui ne passe pas par la question de la science. Oui, c'est ce que Godard a fait, par exemple. Oui. Et cette politique aussi, c'est simplement deux méthodes de mise en problème politique différents et distincts simplement parce que, je veux dire, l'enjeu de qu'est-ce que peut ce point de vue se pose différemment en sciences et en art. En sciences, est-ce que je vais être capable de mettre mes collègues d'accord ? Est-ce que ce que je montre va rassembler mes collègues? En art, si c'était ça, on dirait mais c'est du Leni Riefenstahl. C'est elle qui rassemble tous les nazis à Ferraille en même temps. Pascal. Ce qui est une qualité durement acquise en sciences sera un défaut, enfin, sera quelque chose qu'on verra comme très problématique en art. Ça sous-entendrait que vous êtes dans... Non, mais c'est un tout petit témoignage, mais complètement candide. Je suis arrivée par hasard hier pour les 2 derniers films. Je sortais de cours. J'ignorais complètement, je veux dire, de quoi, si c'était un festival ou quoi. J'ai vu 2 courts-métrages qui m'ont émue. Je n'ai rien vu de scientifique, je n'ai rien vu qui a mené au débat, je vous le dire franchement. Mais 2 choses. J'ai vu le retour à Genoa City et j'ai trouvé que c'était un regard intelligent, émouvant. Et enfin, je voyais comment une série débile pouvait avoir un véritable rôle avec les feux de l'amour et quelque chose qui faisait liant. Après, j'ai vu quelque chose sur la banlieue qui m'a émue quand même, parce que je trouve que c'est un regard, bon, à la fin on comprend, vers la tendresse, etc. C'est un regard quand même tendre sur une population qui se cache, qui rase les murs, qui malgré tout.
Et oui, quand même. Enfin, je veux dire que si j'ai vu quelque chose de tendre, enfin bon, mais oui, ben oui, malheureusement, oui. Et quelque part, mais je n'ai rien. Enfin, la dimension scientifique, si elle passe par la connaissance qui vient de l'émotion et du plaisir, elle y était. Mais je ne pourrais pas définir ce que j'ai vu comme quelque chose qui m'a dit ça ouvre au débat ou c'est scientifique. Voilà, c'est un simple témoignage de Candide qui passait par là, qui s'est arrêtée, qui ne le regrette tellement pas qu'elle est même venue aujourd'hui. Voilà. Juste parce que je suis désolé, Éléonore a dit la même chose que vous pendant la délibération. Elle a dit non, mais elle s'est posé la question de est-ce que la connaissance c'est forcément la pensée ou donner à sentir. Je l'ai noté et on est typiquement là-dessus et c'est ce que travaille le festival justement. Est-ce que tu veux développer cette magnifique phrase où on la laisse Je pense que je vais le redire autrement, un petit peu ce que j'ai dit ici, là, tout à l'heure, c'est qu'on est dans un modèle de connaissance qui est éminemment centré sur le cognitif, l'intellectuel, et que, à mon sens, c'est une manière très occidentale de voir les choses, et qu'il y a mille autres façons de faire connaissance et science, et donc qui passent par les sens et par l'infraverbal. Donc, je n'avais aucune critique contre les films en eux-mêmes. Ce que je n'ai cessé d'interroger pendant tous ces débats, c'est qu'est-ce que c'est la catégorie débat public, qui elle est profondément occidentale pour le coup. C'est nous qui l'avons inventée. On va à l'agora et on polémique. Et les sciences est une autre manière de mettre d'accord que le débat public, mais ça reste cette volonté d'accord sur des arguments explicites. Donc la question est vraiment un raccord à fabriquer entre les deux préoccupations. Comment ça interfère cette préoccupation pour le débat public et cette préoccupation pour le documentaire. Et là, j'étais un peu... il faut encore travailler. Juste, Isabelle, je redirai au micro ce que je te disais off tout à l'heure. C'est que, je t'informais de quelque chose que tu ne pouvais pas savoir, en tout cas un peu moins que moi. C'est que, contrairement à ce que tu dis, les documentaires qui ont tendance à bénéficier de subventions, bénéficier d'une distribution intéressante en salle, ce qui est très rare pour un documentaire, la distribution des films documentaires, etc., sont précisément ceux dont les subventionneurs potentiels estiment qu'ils peuvent faire débat. C'est-à-dire que la norme en ce moment, et ça désespère beaucoup de gens qui aimeraient juste faire des documentaires sur tel ou tel aspect qui, eux, les touchent pour telle ou telle raison, et en permanence, ils se voient opposer l'objection que, oui, mais so what votre truc? Bon, et par ailleurs, la réception médiatique en général des documentaires, il y a très très peu de médiatisation des documentaires comme ça, et les rares qui passent le tamis médiatique sont ceux qui précisément feront débat. Donc je pense que de ce point de vue-là, l'époque est de ton côté, j'ai envie de dire, de façon amicale et polémique, les deux étant pas compatibles. Donc moi je pense qu'en t'écoutant défendre cet aspect-là pendant les délibérations, je me disais... Tu attends, non pas d'un film c'est pas qu'il fasse débat ou pas, parce que par ailleurs, tu admettais que Vers la tendresse, dont on a déjà parlé, dont Madame vient de parler, dont il avait été question précédemment, était sans doute un... Alors, c'est un bon exemple, parce que c'est un des films qu'on a vu là qui a été déjà primé. Il a même été césarisé. C'est un symptôme de ce que je suis en train de dire. Ce film est matière à débat, puisqu'il croise la question de la banlieue, qui est éminemment débattue dans l'espace public. Dont les journalistes aiment faire pâture, par ailleurs. Ça t'a pas échappé. Je veux dire, il y a 46 reportages sur la banlieue par semaine à la télévision. Donc oui, ça fait débat. Mais là, du coup, tu disais, oui, mais ça, c'est pas un débat, moi, qui va m'intéresser. Je sens qu'il est mal barré, ce débat-là. Je ne crois pas trahir ta pensée. Et inversement, tu disais que dans le film sur Haraway, la penseuse, que là, effectivement, celui-là, alors là, faisait signe vers le débat public potentiel, mais sur un sujet qui, toi, t'intéresse et que tu considères comme particulièrement urgent, qui est à savoir l'état de la planète, sa condamnation à court terme, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est pas vraiment de vouloir des films qui fassent débat, c'est vouloir des films qui croisent des problématiques qui nous sont chères. Il se trouve que toi, la problématique écologique, t'es chère, et tu as sans doute bien raison, et là-dessus, on se rejoindra. Mais tu vois, en fait, c'est ça l'idée. Non, mais le problème... L'un des mots qui ont été cités à propos de la tendresse, c'était orientalisme, enfin, c'est-à-dire quelque chose qui provient du débat académique sur la manière dont nous accentuons
Je crois que c'est exotisant qui a été dit. C'est pas orientalisme. Oui, mais c'est ce que les Américains appellent l'orientalisme. Enfin, je veux dire aussi. Et c'est exactement ça. Et ça, c'est effectivement une critique politique immédiatement. C'est-à-dire ce qui risque de convaincre les gens. Ah oui, ils sont comme ça. C'est exactement ça qui a fait débat dans l'académie. Donc là, c'est effectivement politique, puisqu'on a l'impression que c'est objectif. Mais alors que peut-être que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc le risque, je ne parle pas du film lui-même, mais le risque que tu pointes et qui a été pointé, c'était un risque lié à une volonté de faire science. Tous les anthropologues qui ont décrit les mœurs des autres comme totalement autres, etc. Moi, je trouvais intéressant de se reposer la question de parce qu'on réinsiste sur le côté de comment le cinéma porte des enjeux et vient recroiser des enjeux de science, de recherche aujourd'hui. Souvent, on dit ça recroise aussi des enjeux politiques, des enjeux d'actualité. C'est-à-dire de quelle nature sont aujourd'hui ces films qui peuvent participer. Alors c'est vrai qu'il y a toute une batterie de films de dénonciation, de films d'investigation, de films militants, mais si on va s'intéresser à du cinéma, à du film qui a une certaine subjectivité, qui raconte une histoire, ça veut dire comment on détricote ce film qui, au premier abord, raconte une histoire, mais qui porte en lui énormément de choses qui peuvent porter des enjeux importants. Ça veut dire peut-être il y a des gens qui fabriquent des films ici. Nous, on se pose beaucoup la question de ce rapport entre le cinéma et les sciences, et en l'occurrence de comment ça vient renseigner. Qui c'est qui peut nous dire des choses de cette relation particulière C'est aussi l'expérience qu'on fait dans le festival, que les films qui, à première vue, pourraient susciter un débat sont rarement ceux qui produisent le débat le plus intéressant. Et c'est ça part aussi de ça, c'est de dire, attention, quand il y a les lumières qui clignotent, oui, débat public, sujet de société du moment, etc., en fait, on est dans des débats assez binaires qui ont déjà été entendus ailleurs et qui se refont en salle, souvent même à côté du film. C'est-à-dire que le film, on l'oublie très vite puisqu'on a vu la thématique et on est venu pour débattre de cette thématique. Et au contraire, un film qui n'a pas les clignotants « attention, ça va débattre », tout d'un coup, il oblige les gens à vraiment réfléchir devant ce film et à se positionner par rapport à ce qu'ils viennent de voir, et donc à nourrir une discussion publique. Et on peut parler aussi peut-être de discussion publique plutôt que de débat, si ça peut aussi faire redescendre les... Non, mais là, pour qu'on se comprenne peut-être plus, parce qu'effectivement, débat public, il est peut-être trop chargé en fait dans ça. Donc, comment on tisse tout simplement une discussion, et je dirais pas une discussion publique, mais une discussion en public, on va dire, pour que ce que vous avez discuté ce matin, ça soit la même chose qui se passe en salle, avec un peu plus de monde, avec les mêmes croisements de points de vue, de positions, etc. C'est un peu ce qu'on a vu, c'est un peu ce qu'on a retrouvé. Ça marche ? Bon, de toute façon, je parle. On enregistre, donc c'est mieux. D'accord. Donc c'est aussi c'est un point qui est revenu dans les discussions de ce matin, et sur les clignotants qui n'étaient pas forcément corrélés avec l'intérêt qu'on y éprouvait comme l'émergence d'un débat public. Et après, l'émergence de tous ces films et des sujets qui sont portés par les films, parce que c'était un questionnement qu'on avait par rapport à la programmation, c'est comme la plasticité dans les neurones. C'est en allant vers des nouvelles formes et en provoquant ces nouvelles formes avec le public qu'il va y avoir des cinéastes ici qui vont créer des nouveaux sujets. Donc une certaine homogénéité qu'il y a eu dans les différents films qu'on a vus, c'est déjà leur caractère, pour moi, un caractère universel qui était porté par les questionnements, mais tout en restant sur des approches très centrées sur l'humain, sur des caractères très individuels, donc certains pourraient dire narcissiques. Donc je vais filmer ma grand-mère,
je vais filmer mon tonton et ma grand-mère, encore une fois, qui peuvent paraître un peu rébarbatifs, mais qui ramènent souvent à l'essentiel. Et c'est ce qui nous a, par exemple, personnellement touché, et qui est ressorti des discussions qu'on avait, c'est qu'un débat public, déjà, n'avait pas besoin de prendre la forme d'un débat public sous forme d'image. Il pouvait être juste un questionnement, une proposition d'une universalité. J'ai beaucoup aimé l'idée de voir l'étrangeté dans le quotidien, dans l'habituel. Comment tu l'as dit ? Pas de jugement de valeur. Et donc c'est justement ça, de voir, et c'est justement l'esprit scientifique qu'on est tous, c'est la science est vivante, c'est de voir l'étrangeté dans le quotidien. C'est que Galilée va dire, pourtant elle est ronde. Voilà, elle tourne, attention. Elle est ronde, elle tourne. Ça tourne tout droit. Ouais, mais bon. Et la citation exacte est « rendre étrange le familier ». Voilà. Il y avait une intervention dans la salle. Étrangeons-nous. Juste de ce point de vue-là, moi j'ai l'impression, c'est juste une proposition, que si on disait, parce que ça c'est des manières de faire qui appartiennent à plein de peuples, notamment les palabres. Et beaucoup des choses qu'on a faites, c'était des palabres où on surtout les Français par rapport aux Belges. Eh bien... discussion qu'on a eue hier. Si au lieu de dire débat, au sens, il y a une idée là-dedans, le débat c'est dominé par les idées. Si on disait création collective de sensibilité... Ça fait moins bien en baseline de festival, en fait, c'est ça le problème. Oui, mais... Mais redites-le, je vais le noter quand même pour nos dossiers. Oui, création collective de sensibilité, c'est ça qui nous est arrivé. On n'a pas fait de débat public. Enfin, l'idée que ceci pouvait faire un débat public était un peu éloignée, mais l'idée que ceci pouvait créer collectivement les uns grâce aux autres et par les autres et au risque des autres une nouvelle sensibilité, ça on l'a vécu. Justement par rapport à cette question de la discussion publique et de comment ça se fait que le processus qu'on a pu avoir nous ce matin en jury ne se retrouve pas dans les discussions, je pense que c'est un peu connecté à ce que disait François sur la production des films documentaires et leur accessibilité publique. Le problème, c'est que l'opacité des documentaires aujourd'hui, c'est une question un peu de production et distribution, mais pour qu'un film fasse discussion, il faut qu'il résonne avec son public. Et je pense qu'il y a des films qu'on a vus qui ne peuvent pas résonner avec n'importe quel public. Et le problème, c'est qu'ils n'atteignent pas le public auquel ils devraient atteindre. Vers la tendresse, pour moi, c'est un exemple parfait. C'est un film qui pourrait être très riche s'il était exploité dans un contexte qui adaptait donc le contexte de la banlieue. Le problème, c'est que le film, il est invisible sur Internet quasiment. Il est disponible seulement dans des festivals qui sont éloignés de ça. Et je pense que le problème, il est là. C'est que pour créer une discussion, il faut amener les films à l'endroit où c'est pertinent. Et c'est en partie ce qui se crée ici, et c'est bien. Mais je pense que la problématique, elle est plus large et qu'il faudrait... Vers la tendresse, il faudrait les mettre en banlieue, tout simplement. Mais on est dans des festivals ou des occasions ponctuelles, mais par exemple le projeter avant un film ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est plus large, ça tient à la question de la visibilité du documentaire et du court-métrage documentaire surtout, qui est problématique partout, mais en France aussi. Et je pense qu'il ne faut pas s'étonner que certains films ne fassent pas discussion dans un contexte où ils n'ont pas de résonance et où ils ne marchent pas, pour des raisons simplement thématiques. Il y a des choses qui ne peuvent pas résonner avec tout le monde, et je pense que c'est un fait. Et alors, là, le problème, c'est que du coup, Oui, non, mais finissez là-dessus. Voilà. Non, mais du coup, ça sous-entend qu'il y aurait des films à projeter devant un certain public et d'autres publics ne pourraient pas les comprendre. Et du coup, il faudrait faire quoi, un tri devant la salle pour savoir... Non, pas du tout. C'est juste que il ne faut pas s'étonner de la difficulté de la discussion quand ça ne résonne pas. Pas une question de visibilité. Il faut que tout le monde voit les films, bien sûr. Tous les films, parfait. Mais s'étonner du fait que certains films ne créent pas de réaction, c'est normal. Enfin, moi, il y a un film aujourd'hui qui m'a beaucoup touché parce que ça résonne avec mon histoire personnelle et c'est quelque chose qui, je pense, se comprend. Il y a d'autres choses qui m'ont moins touché parce que justement, j'avais une distance qui fait que je ne suis pas entré en résonance avec. Et forcément, là, la discussion est plus complexe et la parole est plus complexe quand on n'a pas de résonance. C'est possible, mais c'est complexe, je pense. En fait, juste pour une précision, tous les films diffusés en compétition, à l'exception d'un, ont fait l'objet d'une programmation dans le cadre du festival et tous ont suscité une discussion riche. Oui, non, bien sûr, mais je pense que
le débat, ouais, mais pour moi, ça n'a pas lieu d'être en dehors de certains contextes des films sur lesquels qui devraient être nourris, je pense, d'un travail sur le terrain et en lien avec le sujet. Et je pense que la discussion dans le festival, dans un cadre comme ça, elle est pertinente, mais elle n'est pas non plus... Il y a des sujets sur lesquels je pense qu'il est difficile d'émettre un point de vue pour tout le monde sans avoir des données, je pense, pratiques et de connaissances, d'expérience, et qui rendent la discussion pour moi compliquée, peut-être avec un manque de pertinence partielle, je dirais au moins. Ce qui n'invalide pas la discussion et le débat, mais... Pablo. Ok, disons, il fallait que la discussion aille au bout parce que j'allais revenir en arrière, donc il fallait d'abord finir sur ça. Là, non, c'est, disons, pour rendre compte un peu des discussions qu'on a eues ce matin et des attentes. Alors, moi, j'ai l'impression, disons, puisqu'on va parler, je ne sais plus comment tu as dit, cash, je crois, cette belle expression. Bon, à mon avis, et les sciences, c'est une scorie de ce qui existait à Oulin il y a 20 ans, j'ai l'impression, parce qu'honnêtement, en tout cas, vu la sélection qu'on a vue, à part Haraway, on va dire, honnêtement, je ne vois pas, disons, même des sciences dans un sens très, très dilué, ou, disons, alors, ce n'est pas des films sur des objets scientifiques comme on pouvait en avoir sur les EGM ou des choses comme ça, des sciences dures, mais même honnêtement, je pense que je ne vois pas ce qui distingue les documentaires qu'on a vus ici, je ne vois pas en quoi ils portent les sciences, et même, disons, à la limite, je suis assez d'accord avec ce que disait Isabelle tout à l'heure, c'est-à-dire que les sciences ont une manière, les sciences dures, je parle ici, et même notamment, c'est plus facile à voir dans ce cas-là, un apport spécifique dans le débat public, dans le débat politique. Et donc, c'est, disons, questionner cette manière qu'ont les sciences de produire des certitudes ou des faits ou tout ce qu'on voudra, disons, un point de vue particulier, et donc de mettre en débat cette manière de procéder. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je pense le festival faisait il y a quelque temps et que là, je ne vois pas du tout, premièrement. Et deuxièmement, c'est aussi sur cette idée de débat public, je pense que c'est vraiment des mots. Alors peut-être que c'est le festival qui se laisse avoir par la mode du débat public, effectivement, si j'en crois ce que dit François, parce que je suis tout à fait d'accord. Ce qu'on a eu ce matin, disons, moi aussi, j'entendais débat public, j'entends un truc collectif et politique, c'est-à-dire c'est pas des trucs intimes sur la mort ou sur la vieillesse, ça c'est pas... Voilà, ça c'est de la création de sensibilité, ça je suis aussi tout à fait d'accord là-dessus. C'est-à-dire un des films, je ne veux pas dévoiler lequel, parce que disons que j'avais trouvé franchement pas très intéressant, suite aux discussions qu'on a eues, je l'ai dit aussi tout à l'heure, vraiment j'ai compris beaucoup de choses et donc on a créé quelque chose par la discussion collective, mais qui dans ma tête n'a pas grand-chose à voir avec le débat public, en tout cas tel que... Voilà, et donc cette expression, j'ai l'impression en regardant l'affiche que le terme débat public nous emmène dans des trucs qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on a vu et ce qu'on fait, et science encore aussi, quoi. Et donc j'ai l'impression que, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus attentifs à une question, comme disait Pascal d'ailleurs, de forme et de fait que le documentaire nous emmène ailleurs, qu'il ne soit pas juste un truc didactique ou un truc qui est vraiment un truc cinématographique, une qualité cinématographique, et que ce soit un objet riche de ce côté-là, bien plus qu'un truc qui soit didactique et qui nous apprenne des choses sur le débat public. Voilà, on ne veut pas un truc de premier degré, quoi. On veut un truc quand même plus sophistiqué, plus intéressant, et donc qui crée de la sensibilité. Mais donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de termes qui sont là-dedans qui... Est-ce que c'est des scories? Est-ce que c'est des sacrifices à la mode ou des trucs comme ça? Je ne sais pas. Voilà, puisqu'on est dans ce débat-là, c'est ce que je sens de ce qu'on vient de dire, quoi. Merci pour votre intervention très judicieuse. Mais moi, là, ce que j'entends, parce qu'en plus, moi, j'arrive comme un cheveu sur la soupe. Et... oui, je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'expression. Enfin bref, tout ça pour dire que vous avez fait beaucoup, beaucoup de filtres, en fait, avec vos palabres. Mais par exemple, prenons un film du genre Slumdog Millionnaire. Sur quoi? Slumdog Millionnaire. Alors, mon film, ok. En parlant de bons films. Est-ce que vous avez vu des films de la sélection, au moins pour qu'on en parle de cela ou pas? Non. D'accord. Alors, donnez un autre exemple. Non, si, allez-y. C'était au cas où. En fait, en lisant... Slumdog Millionnaire. Non, je ne parlerai pas de mon expérience. Non. Si, c'est ce qui est le plus intéressant en général. Parce que je viens d'une cité et j'ai, on va dire...
enfin, je ne suis pas montée dans les plus hautes sphères puisque je suis secrétaire médicale. Et donc, en fait, je suis passée par différents domaines, différentes villes, différents milieux. Et en fait, en France, vous avez un de ces filtres. Vous avez besoin de palabrer comme moi. Bon, moi j'avoue aussi. Mais c'est gentil de le reconnaître que vous aussi. Je travaille sur moi-même. Et c'est ça le problème, c'est que en France, vous pensez que vous avez la connaissance acquise. Et après, il faut pointer là où il y a une direction. Et en Inde, par exemple, je suis indienne. En fait, je pense qu'il y a différentes méthodes de travail sur la prise en soin d'un patient, par exemple. Je parle de ce que je connais parce que je suis dans le médical, mais je n'ai fait pas que du médical. J'ai fait de la psychologie clinique et psychopathologie de l'enfance et de l'adolescence. J'ai fait est-ce que du coup, c'est ce soin dont vous parlez, par exemple, est-ce qu'on pourrait se soigner collectivement dans nos discussions publiques? Comment on pourrait adapter cette autre manière de voir dans la question, parce que c'est quand même la question de... Oui, la question de base. Moi, je reviens sur la question de base. Et ben, par exemple, pour le débat public, parce qu'on ne me compte pas, parce que moi, j'ai vu aucun film. J'arrive sur... Mais si on vous compte, on vous donne la parole. Ouais, bon. Alors, vous me comptez. Mais en fait, moi, je pense que il ne faut pas être, comme je vous disais au tout début, être cantonné. Il faut utiliser tous les points de vue, faire un mix et après en sortir le meilleur. Enfin, je pense. Je pense comme vous. Ah, ouais, mais on essaye, c'est juste que c'est pas facile en fait. Et bien sûr, parce qu'il y en a qui sont non initiés, il y en a qui sont initiés. En fait, c'est quand vous dites pro et pas pro. Enfin, je pense. On n'a pas dit pas pro, mais oui, le terme jury professionnel se questionne aussi. Et il charrie derrière lui des choses. Et c'est pour ça qu'on en discute ensemble et qu'on essaye aussi de faire attention et de réinventer peut-être un vocabulaire mais c'est un long chemin. Et après, on n'essayait pas simplement de se conforter dans nos idées, parce que, par exemple, moi, je fais des neurosciences, et du coup, me retrouver à devoir débattre de cinéma, c'est une mise en danger relative, mais quand même, on n'est pas spécialiste, mais on a mis nos complémentarités ensemble. Et j'ai changé d'avis sur les films sur l'avis que j'avais sur les films, c'était constructif. À la fin, on est arrivé. Mais du coup, moi, pardon, j'ai pas regardé parce que j'avais un micro à la main. Et en fait, là, les quelques personnes que j'ai entendues du jury des grands par rapport aux étudiants, des vieux si vous voulez. Et à chaque fois que j'ai entendu quelqu'un dire en fait j'avais un avis mais j'en ai changé. Donc finalement tout le monde a changé. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une idée de base qu'on n'a pas changé ou pas? On le dénoncera pas, mais oui. Mais oui, en fait oui. Marie-Agnès. Oui, je voulais juste faire part de mon expérience de spectatrice par rapport à la sélection. En fait, j'ai trouvé déjà dans le débat qu'on a commencé à avoir, j'ai trouvé déjà deux pistes très intéressantes. C'est la comparaison, on va dire, entre le film Vers la tendresse et Anna Haraway, et je suis assez d'accord. C'est une comparaison. C'est pas comparaison, mais je veux dire ce que ça sous-tend, ce que ça veut dire. Autant je suis assez d'accord de dire qu'il y a des films, on est pour, on est contre, il y a un débat qui s'instaure, et ça va se tourner autour de ce débat qui fait société. Et autant, moi par exemple, le film sur Anna Haraway, j'ai découvert... c'est pas ça ? C'est Donna. Donna, oui, pardon. Donna Haraway. J'ai découvert une pensée, et que j'espère que le débat public va m'aider à mieux la pénétrer. Parce que, en fait, je me posais la question tout au début de la communication par rapport à ce film, par exemple, la communication des images. Il y a une pensée qui s'expose verbalement très importante, et il y a des images. Donc je me suis posé la question sur, d'abord, la communication entre Donna Haraway et le cinéaste,
et puis la communication avec le public par rapport à une pensée qu'on découvre et ces images qui viennent. Donc, je veux dire que pour moi, c'est des choses que j'aimerais bien développer dans un débat public, justement, parce que Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par communication entre... D'abord, est-ce que tout le monde... Qu'est-ce qu'on peut dire de différent, d'ensemble, sur ce film, par exemple, ou sur la façon dont ou au niveau de la façon dont est construit le film, qu'est-ce que les images apportent au développement de la pensée ou à l'exposition de la pensée. Qu'est-ce que le cinéma, alors est-ce que d'une façon esthétique ou d'une façon, je ne sais pas, formelle, je ne sais pas comment l'exprimer, peut apporter, je veux dire, parce que ça lance plein d'interrogations. Pour moi, c'est des énigmes. À titre individuel, est-ce que tu peux témoigner de qu'est-ce que ça t'a fait, justement, ce rapport entre la forme et fond, désolé pour ça, mais en tout cas, comment le cinéaste rend compte d'une pensée avec des outils Alors justement, cinématographiques. c'est la question que je me suis posée, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une pensée qui s'exprimait verbalement bien, enfin qui était assez... Parce que même si les sous-titres étaient un peu rapides, mais je me suis posé la question, est-ce que les illustrations ou ce qui était mis dans le film pouvait m'aider à mieux comprendre la pensée de Donna Haraway, ou est-ce que je me fourvoie, ou est-ce que je vais dans des chemins est-ce que ça peut m'aider à comprendre, ou est-ce que les autres peuvent... les différentes interprétations que je peux avoir c'est difficile, parce que... Mais je donnerais bien la parole, moi, juste à... Je ne vais pas dire ce que ça m'a suggéré à moi par rapport au monde du vivant et tout ça, mais oui, ça m'a suggéré des choses. Voilà. Mais... Moi, j'aimerais juste donner la parole à Geoffrey, en fait, on l'avait reçu l'année dernière pour un film qui s'appelle La Capture, autour de Pierre Bergogneau. Et je donne, il comprend sûrement pourquoi, c'est que c'est la question qu'un cinéaste peut se poser sur comment rendre compte d'une pensée. Et du coup, comment enfin voilà, je vais pas faire une réponse à ta place, mais en tout cas, est-ce que toi, ça t'a renvoyé au travail que tu as fait sur La Capture, le travail que Fabrizio Terranova a fait sur Donna Haraway, et si oui, comment? Oui, ça m'a renvoyé à ce travail, et je suis resté avec les mêmes questions que toi, sachant que j'ai jamais lu Donna Haraway, donc je ne pouvais pas y répondre. C'est-à-dire, est-ce que les moyens mis en œuvre créent une forme d'isomorphie entre la proposition filmique et la pensée d'Haraway? Est-ce qu'on était face à un portrait, ou est-ce qu'on était face à une proposition qui soit encore autre chose, une sorte de symbiose entre une pensée cinématographique portée par Terranova et celle d'Haraway, l'un et l'autre s'exploitant pour accoucher d'un truc tiers qui n'appartient à personne. Et à ce moment-là, il n'y a pas de question de est-ce que c'est proche d'Haraway, est-ce que je pénètre mieux Haraway, comme tu disais tout à l'heure, ou pas. Et quelque part, j'avoue qu'à la fin, je m'en foutais un peu. Et je m'interrogeais plus que sur qu'est-ce qui a été produit, conforme ou pas à la réalité, fidèle ou pas à la pensée d'Haraway. C'est pour ça que je t'ai interrogé là-dessus, parce que j'étais curieux, et en même temps, je pouvais apprécier le film sans être entravé par ce doute-là. Alors ensuite, on peut questionner ce dont le film accouche. Est-ce que ça éclaire le réel? Est-ce que ça me fait mieux voir des choses, me les fait ressentir différemment ou plus fort? Est-ce que ça me déplace? Est-ce que ça me bouleverse? J'ai des doutes. Qu'est-ce que ça me permet de connaître? Mais effectivement, je me posais plus la question. Si on revient à La Capture, je ne sais même pas si c'est nécessaire. C'est comme tu veux, c'était une piste en comparaison. Alors, on a déjà fait 2h30 de discussion l'année dernière ensemble là-dessus. Il y a quand même une chose, c'est que j'ai trouvé le film extrêmement stimulant sur un ensemble d'outils qu'il essaye d'utiliser pour faire de la parole pas seulement le transport d'une série d'informations, mais un élément comme la musique, le son, un élément parmi d'autres avec lequel on peut jouer de manière à aboutir à une forme de connaissance qui ne soit pas
condensable si facilement que ça en un discours, en exposé. Ouais. Ouais, bah ouais. Donc tu comprends ce que je défends à l'intérieur de Donna Haraway, tu vois, un peu. Ouais. Juste, c'est des pistes, hein, parce que on entend bien hein, cette question de la place de la diversité des sciences dans le cinéma qui est proposé au sein de ce festival. Je pense qu'il y a aussi une difficulté à accéder à une filmographie aujourd'hui en termes de production, de comment les cinéastes aujourd'hui vont s'intéresser à des domaines qui sont tout le champ des sciences dures et qui portent des enjeux politiques importants. Hein. Donc c'était un peu des pistes aussi avec Luc de dire résolument pas de, puisqu'on a fait même à une époque des appels à compétition qui caractérisaient davantage des films qui avaient des relations particulières avec les sciences dures. Peut-être pour pas faire, il y aurait un pendant d'un côté d'un cinéma, j'ai envie de dire, de qualité et plus du film de médiation des sciences. Et la proposition de Luc, je trouvais qu'elle était intéressante, qui pouvait peut-être rediscuter peut-être ensemble et pas opposer les choses, de faire dans le fond un appel à concours qui ferait un appel sur comment les cinéastes effectivement vont s'intéresser à ces champs-là, et de l'autre côté un autre appel à film où comment le monde de la recherche se saisit du cinéma pour porter des enjeux. Donc est-ce que peut-être ça réouvrira, voilà, c'est une question, hein, parce qu'il y a aussi une réalité de production. Peut-être Jean-François peut nous dire des choses sur ces questions-là. Qu'est-ce que tu as dit ? Non, Jean-François, peut-être non, mais refaire comment le film scientifique tout simplement a évolué. Est-ce qu'aujourd'hui on fait un film dit scientifique ou de médiation des sciences de la même manière qu'il y a 10-20 ans ? Est-ce que à titre personnel, toi, il te plaise plus, ou est-ce que voilà, ce serait là-dessus ? Non, mais pardon. Je n'ai pas tout écouté, alors je suis désolé. De toute façon, ce que tu disais au début, c'est vrai qu'il y a peu de films, en tous les cas qui peuvent être qualifiés de documentaires et qui traitent des sciences, notamment dures. Mais il n'y en a pas non plus qui traitent des sciences humaines et sociales. Donc je rappelais qu'une fois on a voulu à l'USAS, donc aux États généraux du documentaire, organiser 2 journées dédiées aux documentaires scientifiques, et qu'avec Pierre-Oscar Lévy, qui faisait Archimède à l'époque, qui était cette émission scientifique qu'il y avait sur Arte, on avait découvert avec stupeur qu'on avait un mal fou à trouver des films qui traiteraient des sciences dures et qui soient des documentaires. Donc c'est vrai que... Et est-ce que ce n'est pas une question de critères, en fait ? Quels étaient vos critères pour dire que celui-ci parlerait de sciences dures ou sciences humaines et celui-ci n'en parlerait pas ? Le critère, c'est celui que pointait tout à l'heure Isabelle, c'est toujours le fait que ce qu'on demande au documentaire de création, c'est d'être un point de vue situé. Et que quelqu'un, au moins, ait un point de vue. Et que ça ne soit pas une opinion, ni un regard scientifique qui se voudrait rassemblant sur une vérité un ensemble de propos. Donc c'est toujours c'est la question du point de vue qui fait, à mon avis, le documentaire de création. S'il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de documentaire de création. C'est comme ça qu'à Arte, à un moment donné, je faisais des sélections de films. Notre critère, c'était est-ce qu'un autre réalisateur pourrait faire le film ? Si la réponse était oui, on ne retenait pas le film. Je caricature. Et surtout, ce que je ne comprends pas, c'est que dans ces critères, pour moi, les 7 de la compétition répondent à ce critère. Ah oui, mais je ne suis pas du tout en train de... c'est parce que je dis pas... Oui, mais du coup, c'était le critère pour dire que c'était des films qui traitaient des sciences. Non, mais donc, pour continuer, c'est que c'est pas... est-ce qu'il y a une évolution dans les films scientifiques ? Je ne crois pas, mais surtout, on a toujours effectivement énormément de mal à trouver des documentaires qui portent sur les sciences. Alors, il y en a quand même,
Et il y en a quand même. Et aussi, je pense que c'est toujours intéressant de voir des sortes de contre-exemples, parce que là, ça alimente quand même du débat public. Hein. Donc, je vous citais pendant le jury, par exemple, de films, celui qui est paru sur Arte l'année dernière. Alors, c'est des films de télévision, hein, mais celui sur Arte qui, le 1er avril, était un espèce d'énorme, pas un espèce, un gros fake, un peu comme Objectif Lune l'avait été à une autre époque. Et ce fake traitait du mariage du mariage des rapports entre Sapiens Sapiens et les hommes de Néandertal. Et le film était fait à l'image d'un film scientifique, exactement comme un film scientifique, en essayant d'en reprendre tous les codes. Et à la fin, on annonçait qu'en fait, on venait de raconter que des conneries pendant 1h30. Et c'était absolument extraordinaire. Et ça donne lieu à débat. Alors, je l'ai vu diffuser dans une salle comme celle-ci, ce film-là, et les profs de SVT, de Sciences et Vie de la Terre, s'étaient élevés, le film est passé à 20h30, élevés contre le film en disant « ce film est absolument scandaleux, comment peut-on montrer un faux film scientifique à des jeunes lycéens qui n'ont pas encore le cerveau formé à comprendre qu'on est en train de leur raconter des âneries ?» Alors ça m'avait scié et je m'étais dit, c'est génial, il faut absolument que ce film alimente des débats. Alors, effectivement, ce n'est pas un documentaire de création. Je crois que le réalisateur qui l'a fait soit un cinéaste vraiment intéressant. Bon, j'en connais d'autres. Hein. Je vous disais, Luc Montagnier, qui fait, donc l'inventeur du virus du sida, qui fait un film sur la mémoire de l'eau et diffusé sur France 5. Là encore, ce n'est pas un documentaire de création, mais c'est un film dans lequel on va trouver tout un tas d'éléments qui relèvent du documentaire, en tous les cas, avec interview, voix off, arguments d'autorité, tout ce qu'on veut qui est là-dedans. Et puis, qui est la mémoire de l'eau, qui est une supercherie scientifique, en tous les cas très controversée, très débattue, et qui, sur le plan idéologique, pose énormément de problèmes, parce que Luc Montagnier affirme que grâce à la mémoire de l'eau, on va pouvoir soigner l'autisme, que grâce à la mémoire de l'eau, ça justifie évidemment toute l'homéopathie, que grâce à la mémoire de l'eau, on va pouvoir guérir le sida. Et pour ça, il y a eu quand même ça pose d'énormes problèmes, parce que sur le plan de l'autorité, Luc Montagnier, c'est un prix Nobel, et donc il fait autorité en la matière. Alors, je trouve que ce genre de film aurait pu être sélectionné. Ah, vous ne l'avez pas reçu? D'accord. Dans le micro, Pascal. Comme on enregistre, on va chacun parler dans le micro. C'est simplement qu'à un moment donné, il faut qu'on les reçoive, bien évidemment, ou qu'on prospecte et qu'on nous les envoie. Donc voilà, c'est le jeu là-dedans. Mais peut-être à un moment donné, on se posait aussi la question de... c'est pour ça que cette idée de dire, pour peut-être re-rendre légitime des démarches filmiques qui rendent compte ou qui peuvent être tout à fait critiquables aussi, hein, parce qu'on retrouve effectivement dans ces démarches de film des discours d'autorité, voire des processus de propagande, voire voilà, une batterie de choses. Ça veut dire, est-ce que des producteurs-réalisateurs vont se risquer à nous l'envoyer? Voilà, il y a aussi tout ce rapport-là, sachant qu'ils vont être aussi accueillis, critiqués, analysés, on va débattre. Voilà, il y a aussi ce... Pascal fait aussi référence à une idée qu'on a eue sur un des films qu'on a reçu et qu'on n'aimait pas du tout, justement pour toutes ces raisons d'une propagande sur un sujet. Alors, on ne va pas citer le film et le sujet, etc. Et on s'est posé... Mais je ne me rappelle plus en plus. Non, mais c'est quoi? C'était un film sur le thorium. C'est quoi? Le thorium, en fait. Ouais. Voilà, qui était la nouvelle... Voilà. Et donc l'idée, c'était éventuellement de le projeter et du coup de déconstruire le film en public, etc. Après, voilà, la décision qui a été faite, c'était juste... Non, mais de dire qu'on projette des films avant tout qu'on a envie de défendre, etc. Et si on se met à projeter des films pour dire qu'ils ne sont pas bien et qu'on doit les déconstruire, etc., ça va être aussi un processus plus fatigant. C'est juste, tout simplement, on ne l'obtiendra pas. C'est-à-dire qu'on n'aura pas les droits de diffusion
Et il est très difficile de déplacer un réalisateur. Voilà, c'est aussi accepter, si on le diffuse, de se mettre au travail autour de cette proposition, mais pas arriver en rang serré pour le démonter, parce que on ne va pas... ça veut dire que ça se sait assez rapidement, ça aussi. Ça veut dire que les gens ne nous envoient plus les films. Donc après, voilà, il faut trouver une stratégie. Mais si Jean-François, l'année prochaine, tu repères des films au cours de l'année et que tu veux nous les souffler, nous les envoyer, on sera ravis. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, ça part aussi de la bonne volonté de tout le monde de dire qu'on n'a peut-être pas le temps de faire cette prospection dans le documentaire scientifique, sciences dures, etc. Et que si on a des suggestions, évidemment qu'on les passera à la moulinette de la présélection et on verra. Est-ce que je peux intervenir ? Vas-y, micro. Est-ce que je peux intervenir ? Oui. Là, quelqu'un de la salle. Bon, ça fait un petit moment qu'on parle en fait, du contenu du festival. On nous dit aujourd'hui rencontre avec le jury du cinéma pour parler des sciences. Quand j'entends les deux messieurs dont je ne sais pas le nom, le monsieur à droite et le monsieur avec les cheveux blancs, est-ce que c'est un regret de votre part qu'il y ait moins de sujets qui traitent de la science ou des sciences dans ce festival ou pas? Ça, c'est ma première question. Puis, alors, ma deuxième intervention, ce n'est pas une question, c'est une remarque personnelle. Moi, je suis membre d'Interférence et j'ai le sentiment que le festival qui est mis en place en ce moment, c'est un festival sur le cinéma qui va amener, à travers le documentaire, un débat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire débattre? Ça veut dire parler avec d'autres, avoir soit des avis qui se rejoignent, soit être carrément opposés. C'est ça, débattre. C'est ça, dans l'Agora, débattre. Et donc, pour vous, la première chose, c'est est-ce que le fait qu'il y ait moins de sciences, moins de sujets qui parlent des sciences, c'est regrettable? Mais je pense aussi que ça vient du fait que dans le festival Interférence, qui est un choix qui a été fait ensemble, collectif, avec des présélections, il y a aussi un regard militant, il faut le dire, qui est de ne pas seulement parler des sciences, mais de parler de toutes sortes de sujets, de sociétés qui peuvent faire débat. Après, les choix qui ont été faits, ils sont la subjectivité d'un groupe. C'est inévitable. Et effectivement, est-ce que c'est un regret de votre part qu'on parle moins des sciences, ou est-ce que c'est pas simplement d'aller ensemble sur les films qui ont été vus, de dire ce qu'on pense, de débattre? Voilà, c'était ça. Une question, une remarque. Merci. Éléonore. Non, pas d'inquiétude. Tout va très bien. Non, c'est pas... Non, pas d'inquiétude. En fait, notre groupe a aussi été traversé... Alors, moi, la sélection me convient très très bien. Donc voilà, j'ai répondu pour ça. Je dis la sélection me convenait très très bien. Donc il n'y a pas d'inquiétude, c'est parfait. Mais par ailleurs, notre jury a aussi été traversé par une autre question qui est la question des enjeux. On a le sentiment que notre société aujourd'hui est en train d'arriver contre un mur, on va dire. Mais pour plein de raisons, pas que des raisons. Et on a envie, à travers les films en général, d'essayer de voir dans le cadre des débats des enjeux que nous, on trouve importants. Alors c'est vrai qu'on avait un peu commencé là-dessus quand on nous a fait remarquer est-ce que ça voulait dire qu'il y a des enjeux pour certains qui sont plus importants que pour d'autres. Je ne pense pas que Isabelle soit une écologiste, comme tout à l'heure quelqu'un a dit qu'elle a avant tout des enjeux écologiques. Non, c'est beaucoup plus vaste que ça, le mur dans lequel on va. Ce n'est pas qu'un problème d'écologie. Et on a le sentiment que face à cette urgence, on serait intéressé à voir une mise en scène de ces enjeux qui nous permettent d'en débattre. On n'est pas toujours sûr que dans tous les films qu'on a vus là, on avait ces enjeux qui
qui nous tracasse actuellement. Oui, bah, du coup, c'est un petit peu réchauffé. C'était par rapport à ce que tu disais, qu'on n'avait pas de documentaire sur les sciences humaines. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a vu que ça. Et aussi, je voulais mettre en question le distinguo entre documents de création qui laisseraient part au point de vue et documents scientifiques où le point de vue serait absent ou effacé, où on serait dans la neutralité. Je pense qu'en tout cas, pour l'anthropologie, on n'est que là-dedans, que assumer que ça n'est qu'un point de vue. Et pour reprendre Haraway, elle dit qu'il n'y a que des connaissances situées et dont pour être scientifique, on doit rendre compte de cette position très partiale, dit-elle. Et voilà, et c'est ça faire science, c'est assumer un point de vue et réfléchir à cette place particulière. D'accord. Non, mais c'est bien de le préciser. Oui. Par contre, juste un micro, on enregistre, s'il vous plaît. Merci. Je voulais absolument venir parce que je suis récemment arrivée à Lyon pour une formation. Lyon est une richesse inestimable pour plein de choses. Et j'ai découvert ça au hasard de la bibliothèque de Valmy. Et j'ai une remarque. Moi, je suis en formation de 9h à 17h. Je présume que vous voyez où je veux en venir. Bien sûr. Souvent, il y a deux choses à deux endroits différents, déjà et d'un. Et de deux, moi, j'ai pu voir même pas 10% par rapport à mes horaires. Et je trouve ça très regrettable pour moi, en tout cas. Je voulais juste souligner ça. Vous finissez à 17h, du coup, c'est ça? Ouais. D'accord. Alors, il y avait un peu plus de 10% de la programmation qui était après 17h. Non, mais après, effectivement, mais c'est bien que vous le posiez, puisque c'est une question qu'on s'est posée aussi. On a fait une séance avec François ici à 14h, un jour de manif, etc. Et effectivement, ça pose la question de, en fonction de l'horaire, quel type de personne peut venir. Après, c'est pas non plus la solution miracle, c'est-à-dire que le soir, on va avoir aussi un autre type de public. Après, on est sur un festival. Ça veut dire que notre temps est compté. Nous avons 10 jours. Donc, on est effectivement dans une proposition qui va remplir ces 10 jours, qui va peut-être attrister certains parce qu'ils ne peuvent pas venir, voire certains qui nous demandent c'est quand que c'est rediffusé ou comment on pourra revoir ces films. Mais on est vraiment dans la spécificité d'un événementiel festival, c'est qu'il est dans un temps donné. Et qui va permettre au plus grand nombre de venir, mais on sait bien que il y a des gens qui vont. Non, puis nous, on est en formation aussi. Je blague pas, hein. Non, mais je blague pas du tout. Tout ce qu'on fait là, on fait de la formation nous aussi. Au pire, puisque ça dure que 10 jours, je peux très bien prendre 10 jours de congé sur mon emploi du temps, c'est pas de souci. Mais dans ce cas-là, ne le mettez pas à deux endroits différents. J'ai vu, il y en avait plein, c'était aux mêmes heures, à deux endroits de Lyon. Alors, si vous nous trouvez une salle où on peut s'installer à demeure 10 jours, on est preneur. Mais on essaye de faire un événement et de pouvoir installer dans la diversité des salles qui sont prêtes à nous accueillir. Donc voilà, c'est pas de notre fait si on se balade sur toute la métropole et qu'on essaye de ne pas multiplier. À deux endroits aux mêmes heures, quoi. Il y en a plein à 15h, il y en avait deux à deux endroits différents ou à 16h. Il faut choisir, on est obligé de choisir. Eh oui. C'est ça la vie aussi. Non mais, pardon, mais... On a hésité à faire karaoké, mais on parce que, en fait... Après, ça a peut-être été déjà dit, je ne sais pas, j'arrive très tard. Je vais quitter le plateau. Non, c'est justement que je sors d'une projection au Bachul. C'était bien Excellent. Il y a eu une personne qui a eu des propos qui ont choqué toute la salle, mais sinon, excellent. C'était juste pour faire une petite... Il y a dans le jury étudiant des étudiants qui ont une double posture, qui viennent de la sociologie et qui arrivent au cinéma. C'était intéressant peut-être de témoigner de cette double identité, de comment ils se sont débrouillés dans ces choix de films, et qui rejoint effectivement, bien évidemment, nous, cette double identité du cinéma et des sciences. Il faut un travail de concertation. Bonjour. Alors, je ne veux pas que ça soit te mettre en difficulté, hein, mais c'est
Mais je peux rebondir un peu sur le questionnement que vous avez par rapport à l'année prochaine, de séparer ce qui serait plus des films scientifiques des films de cinéastes, parce que moi, je suis plus dans une approche de décloisonnement des disciplines et d'un dialogue, et comment une discipline peut en informer une autre, et etc. Et si on pense au dernier film qui a été projeté, ça aurait pu aussi bien être un anthropologue qu'un cinéaste qui fait ce film. Et donc, le tout dernier, Vers la tendresse. Ah bon, mais c'est pour montrer que les limites et les frontières sont floues, et c'est justement ce qui est intéressant, comment le cinéma peut informer les sciences et mettre en forme la pensée, et vice-versa. C'est tout ce que je dirais au micro. Merci. D'autres C'est une question pour les étudiants. D'abord, qu'est-ce que ça vous fait d'être bientôt au chômage? Ça, c'était ma première question. Non, tout à l'heure, tu as parlé de le cinéma qui, en passant par des formes ou par la fiction, accédait à de la vérité. Il avait affaire, non pas au réel, mais à la vérité, as-tu dit. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple dans les 7 films qui nous ont été soumis, de moments, de scènes, de je sais pas quoi, où tu te dis quelque chose comme une vérité, là, se présente à moi? Une vérité, parce que moi je pense par exemple, il y a plein de films dont je pourrais parler, mais Chaque mur est une porte, qui en fait part d'un postulat où ça pourrait partir d'une démarche historiographique, c'est-à-dire l'historien qui est face à des faits et à des ressources, et qui va donc donner du sens à ces faits à partir des ressources. Et là, donc, c'est une cinéaste qui, au moment des faits dont elle parle, avait 8 ans. Et à partir de ressources qui avaient été normalement totalement détruites, qui étaient donc les archives de sa mère, qui normalement ont été détruites, elle les a fait ressortir. Donc c'est une démarche scientifique en un sens, hein, sauf qu'elle le fait du point de vue donc, de son regard d'enfant, du point de vue du regard de sa mère. Et c'est-à-dire elle arrive à entremêler différentes histoires. La grande histoire dont elle révèle une histoire, l'histoire de la chute du mur et du bloc de l'Est, du rideau de fer. Donc la grande histoire, sa propre histoire individuelle, donc là il y a cette vérité-là, sa propre histoire, l'histoire des individus dont elle parle, dont elle révèle qui ont été mis sous silence par la destruction de ses archives, et elle entremêle ces différentes histoires, et là on a accès à une forme de vérité, pas simplement la vérité historique, et d'autres vérités qui s'entremêlent. Mais je veux dire, à partir devant ce film, à partir de quel moment tu te dis... Tu as le sentiment d'une vérité. Parce que là, tu viens de décrire très bien le dispositif du film, il n'y a pas de problème. Mais, et qu'est-ce qui te fait... qu'est-ce qui te rend convaincu à ce moment-là que c'est du vrai, là? Il y a une sincérité. C'est-à-dire, elle met vraiment, par le dispositif qui est mis en place, elle met vraiment à part les images d'archives, qui sont les seules images employées, donc les seules images auxquelles le spectateur est confronté, et les écrans noirs sur lesquels ces mots vont être placés, sa pensée en action va progressivement se mettre, les mots qu'elle va employer, elle va dire « ma mère »,« moi quand j'avais 8 ans ». Et cette vérité, c'est la vérité de son regard en tant qu'enfant qui est exposé, et qui, à l'époque, quand elle avait 8 ans, elle ne comprenait pas ces mots, ces événements, ces vidéos. Par exemple, sa mère qui était assise sur son canapé à côté d'elle et qu'elle voyait également en train d'interroger des philosophes ou des étudiants dans la rue à la télévision. Et avec ce retour sur ces images, donc un regard personnel, singulier, elle offre donc son propre point de vue. Je pense qu'il y a donc une sincérité des propos. Elle offre l'histoire personnelle de sa mère qui a été mise sous silence, en même temps qu'elle offre un véritable regard sur le bloc de l'Est, en fait. Et voilà, je pense que là, on peut parler d'une... Encore faut-il y croire, parce que tout cela pourrait être fiction, les archives pourraient être inventées, Bien sûr, ce personnage de petite fille pourrait être inventé. Tout à fait. La question n'est pas encore n'est pas résolue. Il y a une réalité, peut-être. Mais l'histoire est sans cesse contredite en permanence. Mais c'est vous qui parlez de vérité. De toute façon, son regard est une vérité en soi. Mais oui, c'est son regard qui est une vérité. Peut-être que les images sont inventées, mais son regard c'est sa vérité à elle. C'est pas la même chose qu'une vérité. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai dit au début, tout à l'heure, la première fois que j'ai pris la parole, qu'il y avait plusieurs vérités, et que c'est pour ça que les images de cinéma n'étaient pas le réel, mais il y avait des vérités de dévoiler. C'est pas une vérité objective, justement, c'est un regard de cinéaste, et elle l'affiche dès le début, justement.
elle assume son dispositif. Et de toute façon, si on prend du recul, l'histoire n'est jamais réelle. Et quand, c'est pour ça qu'à chaque fois, on revient sur des événements historiographiques, parce que les archives sont trompées. Des fois, elles sont manquantes. Plus on va dans le passé, plus elles sont manquantes. Et les historiens débattent sur la signification des faits, parce qu'un fait est porteur d'un sens. Et en fonction des historiens, pourquoi il y a des débats, enfin, je vais pas revenir sur certaines périodes de l'histoire. C'est un petit piège, parce que lancer quelqu'un sur la vérité, c'est... Bien sûr. Non, mais je vais dire pourquoi je l'ai fait. C'est parce que, puisqu'on a un débat sur documentaire et science depuis 300 heures, je pense que le mot vérité est quand même le pivot de ce débat-là. Est-ce qu'il peut y avoir au cinéma quelque chose qu'on appelle vérité, qui est quand même le même mot qu'on utilise en science? C'est un mot qui pourrait être commun. Formulé comme ça. Et si je la pose aussi, c'est parce que mon intuition est que précisément le cinéma n'a jamais affaire à quelque chose de l'ordre de la vérité, au sens où on l'entend en science en tout cas. Et d'ailleurs, ce que vous êtes en train de dire, vous parlez plutôt d'authenticité. Ça serait ce qu'on le voit dans ce film est authentiquement, documente authentiquement la subjectivité d'Elisa Georgieva qui a fait ce film. Mais le mot je veux dire, il n'est pas sans conséquence, le mot de vérité. C'est pour ça que je me permettais d'y revenir. C'est pas pour faire le quiz parce que je pense que c'est quand même ça la base du truc. Juste rapidement, il n'y a pas de vérité en science. Et on peut juste... non, mais parce qu'on peut juste réfuter des vérités. Et tout est dans la démarche. Et donc dans le cheminement qui se fait. Et c'est justement le processus qu'on a vu et qui a été très bien expliqué par cet étudiant. C'est le processus, les matières qui ont été utilisées, même si possiblement ça pourrait être un fake, un gros fake, mais qui nous amène quand même à cette réflexion et qui pourrait nous faire poser des questions aussi. Moi, je propose, comme ça fait 3000 ans qu'on discute de ça, ok. Ouais, peut-être juste une dernière remarque sur la question que vous avez posée. Moi, je suis surpris que vous la posiez en ces termes, en fait, parce que si vous adressez au cinéma une question avec l'idée que la vérité peut être essentialisée, à mon avis, vous faites une double erreur. L'une sur la vérité, l'autre sur le cinéma. J'ai le sentiment que la question est mal posée. Donc, malgré tout, je trouve que vous avez une réponse extrêmement intelligente. Donc, je suis très heureux que les étudiants aient pu, malgré tout, rebondir. Non, mais... Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que, et je suis assez d'accord évidemment avec la position qui a précédé la mienne sur la vérité, au fond, c'est toujours au fond le résultat d'une construction. Que la construction soit historique, que la construction soit scientifique, que la construction soit... Elle est le résultat d'une élaboration. Voilà. Donc, et le cinéma comme tel a accès aux vérités. J'ai quand même eu le sentiment que lorsqu'on a, dès le début, exclu... Du champ de la connaissance, le principe de la sensibilité, on a simplement fait l'impasse sur Kant. La connaissance sensible, c'est précisément ce qui naît au XVIIIe siècle et qui naît à un moment très précis de notre histoire, le moment où l'esthétique, précisément, va faire l'expérience de l'idée moderne d'art dont nous avons hérité. Et nous avons hérité des deux, c'est-à-dire à la fois de l'esthétique et de l'art. Et précisément à l'articulation des deux, eh bien, il y a une vérité possible, celle de l'art. Voilà. Et donc la vérité, c'est au fond ce qui est en jeu dans l'entre-deux. Voilà, c'est-à-dire l'entre-deux des savoirs qui, au fond, ont un rapport médiatisé au monde à partir de dispositifs, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et en effet, le cinéma, c'est aussi une manière d'interroger le monde pour en extraire une vérité, mais celle qui dépend de ses propres conditions d'opérabilité. Et donc c'est ça qui est important. Mais si on fonctionne avec l'idée qu'on essentialise la vérité, soit on en fait un objet privilégié, celui de la philosophie, soit on le délègue, on le confie à la science parce qu'on a le sentiment qu'il y a une objectivation possible qui répond d'un certain protocole ou d'un certain ordre du discours, pour le dire avec Michel Foucault, qui nous garantit effectivement, je dirais, un périmètre qui viendrait qualifier la vérité, et tout ce qui est situé en dehors de ce périmètre-là, donc du périmètre de la science, est disqualifié de facto. Et donc le cinéma comme art serait disqualifié comme tel. Donc si vous voulez, moi je veux bien qu'on discute de ça, mais alors à ce moment-là, il faut reposer les termes du problème et pas opposer le cinéma à la vérité, parce qu'au contraire, le cinéma, c'est ce qui nous informe du monde, sinon on ne serait pas là pour en débattre.
Moi, ce qui m'étonnait tout à l'heure, moi, pour situer cette espèce d'espace qui serait celui en propre de l'esthétique, entre vérité qui passerait par le sensible, etc., moi, j'ai précisément un mot à mon usage à moi, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, qui a été précisément évacué tout à l'heure au nom du mot de vérité, qui dégommait le mot de réalité. Alors précisément ce que vous êtes en train de décrire, moi dans mon usage à moi, j'appelle ça des effets de réel ou des effractions de réalité. Par exemple, si je vois dans un des films qu'on a tous vus, un des 7 films, c'est facile de le décrire pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un plan fixe sur une vieille dame, et le truc s'appelle Vieille femme à l'aiguille. Cette femme, par exemple, elle dit des trucs, peu importe, elle a une voix, elle a une voix. Cette femme a une voix, j'ai une voix, elle a une voix. Alors, c'est quoi cette voix? Est-ce que ça rentre dans une catégorie qui s'appellerait la vérité? Ah non, en revanche, cette voix-là n'appartient qu'à elle, et c'est ce que je peux appeler le réel. Je pense qu'il y a un truc indéniablement à quoi on a souvent affaire au cinéma, c'est quand même avec du réel. Alors après, vous pouvez dire, c'est du réel construit, ce machin. Mais par exemple, la voix de cette femme n'est pas construite par la réalisatrice. C'est pas la réalisatrice qui a inventé la voix de sa grand-mère. Alors après, on peut dire que c'est médié par des instruments de captation sonore qui fait que c'est pas exactement la voix de cette vieille femme que je perçois, moi, par le média du cinéma. Donc, je m'étonnais tout à l'heure du fait que vous ayez si vite évacué la notion de réel comme une espèce de notion comme ça qui serait inamicale, qu'il faille absolument... Et au nom de tout de suite le macro-signifiant que serait celui de la vérité, qui paraît beaucoup plus... Non pas que je m'y oppose, mais je le trouve beaucoup plus problématique. Le spectateur n'est pas directement confronté à la voix de cette femme, ni même à la matérialité de son corps. Le spectateur est devant un écran, il est devant un dispositif, un choix esthétique. Il n'est pas... Ben non, je suis désolé. Est-ce que si par exemple demain, je rencontrais cette femme de visu, est-ce que la voix que j'entendrais à ce moment-là... D'ailleurs, je viens de prendre la précaution du fait que peut-être c'était médié par des appareils de captation sonore et que c'est jamais exactement la même. Mais quand même, il me semble que je reconnaîtrais sa voix et que donc il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un point commun entre ce que j'ai vu à l'écran sur la voix et ce que je verrais si elle était là devant moi maintenant et qu'elle me parlait. C'est quand même pas complètement déconnecté, mais les deux. Peut-être qu'au moment même où je vais la rencontrer, le dispositif, la situation dans laquelle je vais la rencontrer, je ne vais pas avoir la même réception sensible de sa voix, je ne vais pas ressentir la même voix exactement. Enfin, là, il y a quand même un choix, le choix du cadrage, la juste distance avec le personnage, il y aura quand même la question qui a été posée au personnage. Il y aura quand même une continuité entre les deux et c'est précisément ça qu'on peut appeler le réel. C'est précisément ça qu'on peut appeler le dépôt de réalité. Parce que le cinéma est fait par des hommes et qu'on filme des hommes. Un petit peu le lien entre réel et vérité, il n'est pas évident. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Si on prend les films d'Herzog, par exemple, il y a un jeu de mensonges qui mène à la vérité. Je pense que la notion de réalité a un sens, mais je ne pense pas qu'elle ait de lien en fait, avec l'idée de vérité, l'idée de mensonge. Je pense que c'est une notion extérieure, en fait. Et je ne pense pas qu'elle ait une place dans ce débat-là, à mes yeux. Mais bon, la position qui est la vôtre me semble tout à fait caractéristique finalement du parti pris que vous avez finalement, avec lequel vous avez finalement commencé, parce que vous avez exclu du champ de la vérité la fiction, c'est-à-dire que vous avez opéré une coupure entre le documentaire qui serait soit je dirais le musée du réel, soit au contraire, pour autant qu'on lui prête cette qualité, le dépositaire d'un certain rapport à la vérité. Et donc vous avez, paradoxalement, j'ai pas rebondi pour essayer de laisser la discussion se développer, mais vous avez exclu du champ de la vérité la fiction. Or, la fiction est une manière d'instruire la vérité, par les moyens qui sont les siens, bien évidemment, mais sinon, à quoi bon Shakespeare, à quoi bon Homère, à quoi bon Manet? Ils nous instruisent par les moyens de la fiction à une vérité qui est une vérité de l'homme, une vérité du monde. On a parlé tout à l'heure, au fond, d'étrangement ou d'estrangement, pour reprendre le vieux mot de Shklovsky, parce que c'est au fond le vieux texte de Shklovsky, l'art comme procédé, un vieux texte qui date de 1917, et qui nous introduit au fond à ce rapport de défamiliarisation qui précisément permet de se resituer devant le monde et de ressaisir ce que spontanément, par mes habitudes, je n'ai plus accès. Je n'ai plus accès au monde, et le cinéma redevient au fond, ou les arts redeviennent au fond, une manière d'y avoir accès. Cet accès, c'est aussi un accès à une vérité, si partielle soit-elle. Alors, est-ce que, Geoffrey, on peut juste continuer cette discussion hors micro? Voilà, donc, en fait, j'explique tout. Il est 18h15, donc dans 15 minutes, vous allez savoir quel film le jury étudiant a désigné, quel film le jury non étudiant, on va l'appeler comme ça, pour
abandonner ce terme pro pour la fin de la journée, à désigner. Juste parce qu'on a discuté collectivement, pour qu'on puisse souffler un coup avant cette remise des prix dans un quart d'heure. Je vous propose qu'on arrête ici la discussion. Je vous remercie beaucoup. C'était très riche, très enrichissant pour notre expérience de festival. Et donc, je vous propose juste de rester dans la salle. Les deux jurys se rassemblent, se briefent sur le film qu'ils vont... Non, se rassemblent dans la salle, et dans moins d'un quart d'heure, on vous dit les deux résultats. Voilà, merci.